Ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas seulement l'histoire d'un hôtel abandonné. C'est l'histoire d'un secret que le gouvernement français a tenté d'enterrer pendant près de 40 ans. La vérité sur le hôtel des Marais Perdus est si sombre, si dangereuse, qu'elle pourrait changer tout ce que vous pensez de l'histoire récente de notre nation. Et nous devons la révéler, avant qu'il ne soit trop tard, avant que la marée n'emporte les dernières preuves. Cet endroit n'est pas un hôtel, c'est un tombeau. Et l'identité de l'homme qui l'a construit et ce qu'il cachait dans le sous-sol est la clé de l'un des plus grands mystères non résolus de Bretagne. Ce soir, tout peut changer. J'ai passé des mois à enquêter, à suivre des pistes froides, à ignorer des avertissements, et c'est au moment où la lampe torche a révélé la porte en acier derrière l'étagère. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Investigation. Un nom poétique pour un cauchemar de béton et de sel. Érigé en 1965 à l'apogée du tourisme côtier, il promettait luxe et isolement. Aujourd'hui, ce n'est qu'une carcasse, un monument à la décadence, englouti par la brume et les légendes locales. La légende la plus persistante est celle de sa fermeture abrupte en 1986. Ce n'était pas la faillite, ni la tempête, c'était la disparition. Notre enquête a commencé par les faits officiels. En août 1986, un client, M. Antoine Moreau, a disparu sans laisser de traces. La police locale, la gendarmerie, a conclu que Moreau s'était enfui, peut-être à cause de dettes. 2 semaines plus tard, le propriétaire, M. Valois, a fermé l'hôtel, invoquant des problèmes de santé urgents et, selon les registres, est parti pour la Suisse. L'hôtel a été scellé et, depuis lors, est resté intact, à l'exception des explorateurs urbex et de la corrosion du temps. Nous nous sommes rendus dans le petit village de Saint-Malo-sur-Mer, où l'hôtel est isolé. Nous avons rencontré Madame Dubois, une dame de 87 ans, dont la famille fournissait poissons et huîtres à l'hôtel. Elle est la mémoire vivante du lieu. Coupe sur une vieille photo en noir et blanc de l'hôtel à son apogée. Monsieur Valois était un homme étrange. Il n'aimait pas être vu. Il passait plus de temps dans son bureau, ou plutôt au sous-sol qu'à la réception. Et il avait des visites, des voitures noires, sans plaque locale, arrivant à l'aube. Ce n'étaient pas des touristes. Laisse première piste réelle. Notre première incursion dans l'hôtel s'est concentrée sur ce que la police a ignoré. Dans la chambre du client disparu, Antoine Moreau, il n'y avait aucun signe de lutte. Mais nous avons trouvé quelque chose de particulier. Le tapis était légèrement humide, même par temps sec. Et ce n'était pas de l'eau salée, c'était de l'eau douce, avec une légère odeur de chlore. Le tournant est venu dans les couloirs de service. L'hôtel est grand, mais l'infrastructure électrique était disproportionnée. Nous avons trouvé un enchevêtrement de câbles à haute tension, beaucoup plus épais que nécessaire pour l'éclairage et le chauffage. Ces câbles descendaient au sous-sol vers une zone qui, sur le plan original de l'hôtel, n'était marquée que comme stockage général. Nous avons réussi à retrouver le sergent Lefebvre, aujourd'hui à la retraite, qui était un jeune gendarme à l'époque de la disparition de Moreau. Il nous a reçus chez lui, réticents, mais avec un poids sur la conscience. L'ordre venait d'en haut. Clôturez l'affaire. Le client s'est enfui, le propriétaire est parti. Il n'y a pas de crime. Mais j'ai vu les câbles. J'ai vu la porte en acier au sous-sol qui n'était pas sur le plan. Et j'ai vu le visage de Valois. Il n'était pas malade. Il était terrifié. Une information nouvelle qui contredit une information antérieure. L'enquête officielle dit que M. Valois s'est enfui en Suisse. Le sergent Lefebvre a confirmé que l'ordre de clore l'affaire venait de Paris. Mais Madame Dubois, le témoin oculaire, nous a donné l'information qui contredit tout. Madame Dubois nous a juré, les yeux dans les yeux, qu'elle a vu la voiture de M. Valois, une Peugeot 504 bleu marine, être remorquée du garage de l'hôtel le matin suivant la fermeture. Mais la voiture était vide et elle a dit plus. Il n'était pas dans la voiture, il n'est jamais parti d'ici. Je l'ai vu cette nuit-là, descendre au sous-sol, et la lumière ne s'est jamais rallumée. Si Valois s'est enfui en Suisse, pourquoi sa voiture a-t-elle été abandonnée dans le garage? Et s'il était terrifié, comme l'a dit Lefebvre, de qui fuyait-il? L'enquête officielle est un mensonge, et la vérité est enterrée sous les marais. Conspiration! La porte en acier, l'angle mort sur le plan de l'hôtel. Elle était cachée derrière une étagère à vin vide, exactement comme le sergent Lefebvre l'avait décrit. Lourde, hermétique,
avec un système de verrouillage qui semblait plus adapté à un bunker militaire qu'à un débarras d'hôtel. La marée montait et le temps était notre ennemi. Découverte de quelque chose de caché, nous avons réussi à forcer l'entrée. Ce que nous avons trouvé n'était pas un débarras, c'était un laboratoire. Un laboratoire souterrain, construit en béton armé, isolé du sel et de l'humidité. L'odeur de chlore que nous avions sentie dans la chambre de Moreau était ici écrasante. L'endroit était propre, presque stérilisé mais abandonné à la hâte. Il y avait de vieux équipements, des éprouvettes cassées et, le plus important, un coffre-fort mural. À l'intérieur du coffre-fort, pas d'argent ni de bijoux. Il y avait des documents, des dizaines de dossiers jaunis, tous avec le même tampon. Défense nationale, projet Marée Noire. Image en gros plan des documents, avec des barres noires et des codes. L'hôtel des Marais Perdues n'était pas un hôtel, c'était une façade. Pendant la guerre froide, la côte bretonne était un point stratégique. Le projet Marée Noire, daté de 1968 à 1986, était une opération ultra secrète. Les documents étaient presque illisibles, remplis de codes et de barres. Mais une chose était claire, le projet impliquait la surveillance des courants marins et le test d'un agent chimique de dispersion, développé pour neutraliser une potentielle attaque sous-marine. L'odeur de chlore était le résidu de cet agent. Tension croissante et implications dangereuses. La tension dans le bunker était palpable. Nous étions dans un lieu qui ne devrait pas exister, détenant des secrets d'État. Nous avons commencé à relier les points. Les câbles à haute tension alimentèrent le laboratoire. Les visites nocturnes de voitures noires étaient des agents du gouvernement. Et M. Valois, le propriétaire terrifié, était le gardien. Mais qu'en est-il du client disparu, Antoine Moreau? Nous avons trouvé un enregistrement audio sur une microcassette. La bande était presque détruite, mais nous avons réussi à restaurer quelques secondes. La voix de Valois, tendue, presque en pleurs. Il a vu ce qu'il y avait dans l'eau. Ce n'est pas un touriste, c'est un journaliste. Il sait pour la Marée Noire. Je ne peux pas le laisser partir d'ici. Antoine Moreau ne s'est pas enfui. C'était un journaliste d'investigation qui a découvert la vérité sur le projet Marée Noire. Il a été réduit au silence. Et Valois, le gardien, a été contraint de participer à la dissimulation. Les implications sont dangereuses. Le gouvernement français n'a pas seulement mené des expériences secrètes sur sa propre côte, mais a également couvert un meurtre pour protéger le secret. Un événement qui soulève un doute plus grand que le précédent. Alors que nous examinions les documents, l'un de nos techniciens a remarqué quelque chose d'étrange sur l'un des plans du bunker. Il y avait une section marquée « Désactivation » qui n'avait aucun sens. Ce n'était pas un interrupteur, mais un mécanisme d'inondation. Le projet Marée Noire a été désactivé en 1986, après la disparition de Moreau. Mais la désactivation n'était pas une fermeture, c'était une submersion. Le plan montrait que le bunker était conçu pour être inondé d'eau de mer en cas d'urgence. Mais pourquoi? Pour détruire les preuves? Ou pour sceller quelque chose à l'intérieur? Le doute le plus grand est apparu lorsque nous avons trouvé le dernier document, sans barre. C'était un rapport d'inventaire. Il listait les équipements, les agents chimiques et à la fin une ligne manuscrite. Échantillon biologique. 7. Statut non récupéré. Si le projet Marée Noire concernait la surveillance et la dispersion chimique, qu'était l'échantillon biologique 7? Et pourquoi, dans un projet de défense nationale, y avait-il quelque chose de vivant, ou qui n'a pas été récupéré avant que le bunker ne soit scellé? La conspiration est plus profonde qu'une simple dissimulation politique, le coup de théâtre. L'échantillon biologique 7 nous a forcés à changer de cap. Nous n'enquêtions plus sur une dissimulation politique, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond et troublant. Le projet Marée Noire n'était pas seulement une question de chimie, c'était une question de biologie. Et la clé pour comprendre ce qu'était cet échantillon se trouvait dans l'histoire de l'homme qui a construit l'hôtel. Monsieur Valois. Une révélation qui change tout. Nous sommes retournés au registre de Valois. Nous avons découvert qu'il n'était pas hôtelier. Avant 1965, il était le roi-moment, docteur Henri Valois.
un biologiste marin renommé qui travaillait pour l'Institut Pasteur, spécialisé dans les organismes extrémophiles, ceux qui vivent dans des conditions inhospitalières. En 1962, il a publié un article sur une forme de vie microscopique, très résistante, trouvée dans les profondeurs de la fosse de Porto Rico. Le coup de théâtre est le suivant. Le docteur Valois n'a pas construit l'hôtel pour le tourisme. Il l'a construit pour avoir un accès illimité à cette côte isolée qui possédait une particularité géologique. Une source d'eau douce souterraine qui se mélangeait à l'eau salée de la mer, créant un environnement unique, parfait pour l'étude des organismes extrémophiles. L'hôtel était la façade parfaite pour son laboratoire. Nouvelle ligne d'enquête. L'échantillon biologique 7 était, en réalité, un organisme que le docteur Valois cultivait et modifiait. L'objectif du projet Marée Noire n'était pas de disperser un agent chimique, mais de tester la résistance et la capacité de mutation de cet échantillon au contact de l'agent chimique. Le gouvernement était intéressé par une arme biologique capable de survivre et de se propager dans des environnements marins hostiles. Antoine Moreau, le journaliste, n'a pas découvert le secret chimique. Il a découvert le secret biologique. Il a dû voir l'échantillon 7. Conflit interne. La vérité est que le docteur Valois n'était pas un méchant. C'était un scientifique idéaliste qui a été coopté par le gouvernement. Il a tenté d'alerter Moreau, mais il était trop tard. Le sergent Lefebvre avait raison. Valois était terrifié. Mais pas par le gouvernement. Il était terrifié par ce qu'il avait créé. Notre nouvelle ligne d'enquête nous a menés à un petit cimetière du village. Là, nous avons trouvé une simple pierre tombale, sans date de naissance ni de décès, juste un nom. Henri V. Le docteur Henri Valois ne s'est jamais enfui en Suisse. Il est enterré à quelques kilomètres de l'hôtel qu'il a construit pour être son laboratoire et son tombeau. Il est mort en 1986, à peu près au moment de la disparition de Moreau. Mais la cause du décès dans le registre civil est insuffisance cardiaque. Un mensonge commode. Le narrateur découvre quelque chose qu'il ne peut pas encore révéler. Nous sommes retournés au bunker. L'eau de mer montait et le bruit des gouttes était constant. Nous étions sur le point de partir lorsque j'ai remarqué quelque chose que l'obscurité et la précipitation nous avaient fait ignorer auparavant. Sur le mur de béton, à côté de la porte d'inondation, il y avait une éraflure profonde, comme si quelque chose avait désespérément tenté de sortir. Et à côté de l'éraflure, une inscription faite avec ce qui semblait être du sang séché ou peut-être un pigment biologique sombre. L'inscription était un seul mot, en latin, que le docteur Valois avait utilisé dans son article de 1962 pour décrire l'organisme extrémophile. Immortalis. Le docteur Valois n'est pas mort d'insuffisance cardiaque. Il a été infecté, et l'échantillon biologique 7, l'organisme qu'il a appelé Immortalis, n'a pas été scellé dans le bunker. Il est dans l'eau. Et s'il est dans l'eau, il est sur toute la côte. Et si le docteur Valois a été infecté, et si le journaliste Moreau a été réduit au silence pour avoir vu, alors ce qui est réellement scellé dans le sous-sol de l'hôtel des Marais Perdus n'est pas un secret d'État, mais la source d'une menace biologique qui n'a jamais été contenue. Et je sais où chercher la preuve finale. Révélation. Finale. Le dernier couloir de l'hôtel des Marais Perdus s'étire dans une obscurité dense, saturée de silence. L'air devient plus dense, chargé d'un parfum de sel et de poussière ancienne, comme si chaque mur retenait encore des fragments d'histoires oubliées. À mesure que l'on avance, le sol en bois commence à vibrer légèrement, non pas sous le poids des pas, mais comme si quelque chose sous la structure tentait de se réveiller. Au bout du couloir, une porte apparaît. Une porte étrange, sans poignée ni charnière visible. Sur son centre, un cercle profond est gravé, comme brûlé dans la matière. En s'approchant, la surface semble frémir, animée d'un battement imperceptible. La porte s'ouvre toute seule, dans un silence complet. À l'intérieur, une pièce presque vide. Pas de meubles, pas de poussière. Rien qui évoque les années d'abandon. Excepté une chaise longue, posée au centre, parfaitement intacte, tournée vers un mur entièrement couvert de dates peintes à la main. 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, et en bas, écrite avec une peinture encore humide, 2025.
un souffle glacial traverse la pièce. Puis, sans qu'aucun mouvement humain ne soit possible, la chaise longue pivote lentement, comme tirée par une force invisible. Une silhouette apparaît dessus, floue. Trop grande pour être humaine, trop fine pour être solide. Ses contours ondulent comme de la fumée, et sa présence absorbe la lumière autour d'elle. Elle ne reste qu'un instant, suffisant pour déformer leurs airs, avant de se dissoudre, laissant derrière elle un froid oppressant. Sur le mur, une phrase se forme à vue d'œil, écrite en peinture noire qui coule encore. Quelqu'un doit continuer l'histoire. Puis, au sol, un objet nouveau apparaît. Une photographie fraîchement imprimée, encore tiède au toucher. Sur cette photo, on voit l'entrée de l'hôtel des Marais Perdus, filmée de l'extérieur, sous l'angle exact d'une caméra qui n'existe pas dans le bâtiment. Le plus perturbant, la photo est horodatée il y a 3 minutes. Mais un détail supplémentaire, presque dissimulé dans le coin inférieur droit, attire l'attention. Une note manuscrite, fine, élégante, tracée comme un avertissement ancien. Elle dit simplement « Avant l'élection Miss France 2026 ». Comme si la présence qui régit cet endroit ne se contentait pas des dates du mur, comme si quelque chose attendait un événement précis, connu ou inconnu, lié à une date qui ne figure pas encore sur la paroi. Comme si 2026 était déjà inscrite quelque part, mais pas ici. Pas encore. À peine ce détail compris, les murs commencent à vibrer, cette fois plus fort, comme un chœur ancien qui reprend son rythme. Le bruit de la mer se transforme en grondement sourd, puis en souffle, comme si quelque chose à l'intérieur du bâtiment imitait la respiration d'un être vivant. Une voix, un souffle à peine audible, traverse la pièce. L'histoire n'est jamais terminée. L'air se contracte, la lumière vacille, et tout s'effondre dans un noir total. Si cette histoire vous a glacé le sang, alors vous êtes exactement au bon endroit. Soutenez notre travail. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, et surtout partagez vos théories dans les commentaires. Vous n'imaginez pas à quel point cela nous aide. Et surtout, cela nous encourage à retourner explorer des lieux où parfois l'histoire refuse vraiment de rester endormie.